Bonjour à tous. Alors ce matin, je ne sais pas si, comme moi, vous avez rêvé avec ces keynotes. Ça m'a bien fait rêver. On va redescendre un peu sur Terre avec les tests, même si il y a quelques petites révolutions, j'espère, dans ce qu'on va voir. Alors je me présente rapidement. Vincent Massol, je travaille chez XWiki SAS, je suis directeur technique et je suis surtout le committeur sur le projet open source éponyme. Alors petite question, combien d'entre vous connaissent les cascodeurs? Vous pouvez lever la main? Ouais, ça fait beaucoup, super. Et, euh, et j'ai commencé mon aventure dans le test en fait en 1999 avec un premier projet Cactus dans la fondation Apache, et j'ai continué avec un livre JUnit in Action. Et 18 ans plus tard, je continue à faire du test et découvrir des nouvelles façons de faire du test. Et j'imagine que vous êtes tous intéressés par le test, ou alors que les autres salles étaient pleines, je ne sais pas. Et donc aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est un petit peu des nouveautés que j'ai découvertes sur le projet XWiki, mises en œuvre sur le projet XWiki notamment, qui vont un peu plus loin que ce qu'on fait habituellement, ce qu'on a l'habitude de voir dans les projets. Alors, on va voir l'état de l'art, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et puis on va parler de 4 domaines. Donc le test relatif à la couverture de test, test pour la compatibilité ascendante, c'est comme ça qu'on dit en français. Le test de mutation, ça c'est plus récent. On verra les découvertes, enfin ce qu'on arrive à faire maintenant. Et puis les tests d'environnement, pouvoir tester sur plein d'environnements différents. Alors le contexte, donc je vous ai dit que c'était sur le projet XWiki que je mettais ça en œuvre. Juste pour situer, c'est un projet open source qui a 14 ans, 10-15 committeurs à peu près actifs. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une plateforme de développement, ce n'est pas juste une application web. Et donc, on va voir que la partie de test sur la compatibilité backward est extrêmement intéressante pour s'assurer que, comme c'est une plateforme de dev, que les extensions qui sont développées continuent de fonctionner alors qu'on release des nouvelles versions. On utilise Maven, on a beaucoup de plugins Maven relatifs à la qualité. On utilise aussi Jenkins et des pipelines et des custom pipelines pour notre CI. Le deuxième contexte relatif à cette présentation, c'est le projet Stamp. C'est un projet européen de 3 ans dans lequel je participe, dans lequel XWiki, la société, participe. On est 7-8 partenaires européens dans différents pays. Et c'est un projet qui a pour but de faire de la recherche sur l'amplification automatique de tests, c'est-à-dire prendre des suites de tests existantes et de pouvoir opérer des algorithmes dessus pour générer notamment des nouveaux tests automatiquement. Donc c'est là où la partie mutation testing intervient, on en parlera un petit peu. Et sur le cycle de vie du test, vous voyez sur l'image, en fait, il y a différents outils développés par ce projet, et on va en voir deux parties aujourd'hui, enfin surtout un qui est le mutation testing, et on parlera un petit peu d'environment testing aussi, qui est le côté plutôt une test unitaire, mais on va jusqu'à du online testing. Pour la petite histoire, j'en parle pas là, mais en 2 mots, online testing c'est intéressant, vous prenez une stack trace en production que vous avez, et on a un outil qui prend cette stack trace, vous lui dites je veux reproduire 4 frames par exemple de cette stack trace, et il vous génère automatiquement un test unitaire qui, quand il s'exécute, génère exactement cette stack trace avec les mêmes numéros de ligne, etc. C'est intéressant, mais c'est un sujet d'un autre type de test, je n'ai pas eu le temps de couvrir tout. C'est encore aussi très expérimental. Allons-y. Alors, où en est-on aujourd'hui dans le test? Donc ça, ce sont des chiffres qu'on a sur le projet XWiki, mais j'imagine que c'est le genre de choses qu'on peut trouver ailleurs aussi. C'est ce qu'on a fait depuis 15 ans. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait depuis 15 ans. C'est là où j'arrive aujourd'hui. On a des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests fonctionnels automatisés. Sur le projet XWiki, on a à peu près une couverture de tests de 70% plus. On a 10 500 et quelques tests maintenant. Ça prend 2h30 à exécuter. Donc ça, c'est pas mal déjà. Mais c'est là où on en est aujourd'hui. Mais ça amène des nouvelles questions. Donc, 4 questions notamment. Est-ce que mes tests, finalement, ils testent j'ai beaucoup de tests, mais est-ce qu'ils testent bien ce qu'ils disent qu'ils testent? Parce que vous pouvez écrire un test qui appelle votre code, mais s'il n'y a pas d'assertion, par exemple, ça ne va pas tester grand-chose, mais vous aurez une belle couverture de test quand même. Comment est-ce que, pour ceux qui fournissent des outils ou des librairies pour d'autres à utiliser, comment est-ce que je fais pour ne pas casser les personnes qui utilisent ma librairie? Et donc ça, c'est la compatibilité backward. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut approcher ça.
Et mes tests, est-ce qu'ils sont vraiment bons? Parce que la couverture de test ne donne pas vraiment toutes les indications. Ça dit juste si quelque chose, une ligne a été exécutée, mais c'est pas la qualité du test sur cette ligne. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de plus en plus d'environnements, on a Docker qui est arrivé, et donc on a la capacité maintenant à tester notre code dans différents environnements de déploiement. Comment on met ça en place? Alors, j'ai mis une petite légende, là. Donc, celles qui sont en verte, ce sont des choses sur lesquelles on a beaucoup de retours d'expérience. Enfin, sur le projet XWiki, on fait ça depuis 12-13 ans déjà, donc on a pas mal de feedback sur la durée. Les autres, c'est plus récent, ça a moins d'1 an, et on travaille dessus. Et le projet de recherche TAMP, c'est un projet de 3 ans, on est à la moitié aujourd'hui, 1 an et demi. Et donc, ce que vous allez voir, c'est les résultats sur ces 2 points-là, sur 1 an et demi, sachant qu'il reste encore 1 an et demi. Alors, couverture de test. Alors ça paraît classique. Je suis sûr que vous mesurez votre couverture de test. La différence, peut-être, c'est que sur le projet, ce qu'on a mis en œuvre, c'est une stratégie, ce que j'appelle à effet cliquet. C'est-à-dire qu'on a plein de modules, on a des centaines de modules de Maven, ou ça pourrait être Gradle ou autre chose, qu'on build. Et en fait, quand un committeur commit du code sur ces modules, le build va planter automatiquement si jamais les tests couvrent en moyenne moins que ce que couvrent les tests existants dans ce module. Donc on a un paramètre, un seuil, qui est dans le pom.xml en l'occurrence là. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est committeur et qu'on commit sur ce module, il faut qu'on fasse un petit peu mieux ou égal à ce qui existe déjà, c'est-à-dire qu'on ne descende pas la qualité de ce module. Et alors il y a le petit bonus, c'est que si on l'améliore, on a le droit de changer le seuil et le mettre un peu plus haut pour les suivants. Donc ça paraît peut-être un peu difficile, mais en fait c'est facile, parce que plus il y a de tests dans un module, plus c'est facile d'en rajouter en fait. Le plus dur, c'est surtout au début, quand il n'y a pas du tout de test. Donc ça, c'est quelque chose qui a bien marché. Je l'ai mesuré récemment, c'est le graphe que vous avez, pour essayer de voir qu'est-ce que ça apporte, cette stratégie. Est-ce que vraiment ça marche ou pas? Et je me suis aperçu, par exemple, sur un an entre 2016 et 2017, j'ai fait l'effort de mesurer, et je vois qu'en fait ça apporte à peu près 2% d'augmentation régulière sur la couverture de test du projet, juste en faisant ce petit truc-là. Alors, en revanche, il y a un point, ça marche pas mal, mais je me suis aussi aperçu qu'il y a des problèmes. Ça ne marche pas sur tout. Par exemple, imaginons que vous ayez un module avec peu de tests unitaires, mais que vous ayez des tests fonctionnels par ailleurs dans un autre module. Et bien, ces tests fonctionnels peuvent exercer indirectement des classes de votre module. Et si vous faites un refactoring, et qu'en fait, ces classes ne sont plus appelées, vous allez avoir votre test coverage de ce module ne va pas changer, puisqu'il n'y avait pas de test pour ces classes. En revanche, le TPC, le test coverage global, va descendre. Donc cette stratégie, elle n'est pas non plus parfaite, ça oblige à mesurer globalement la couverture de test de l'ensemble du projet de temps en temps, quand même, pour s'assurer qu'il n'y a pas ce genre de problème. Et donc là, ce qu'on a fait sur le projet, c'est qu'on a créé un pipeline qui va automatiquement. Alors, ça utilise Clover, parce qu'avec Jacoco, je n'ai pas réussi à faire ça. Ça permet de mesurer globalement sur plein de repos et l'ensemble de tous les modules du projet, la couverture totale de l'ensemble de tous les tests partout. Et ça s'exécute une fois par mois, et on peut regarder ces rapports et les comparer. Donc ça, c'est bien connu, c'est relativement bien connu, c'est la couverture de test. Ce qui est un petit peu moins connu, c'est la compatibilité backward. Et donc cette possibilité de vérifier qu'on ne casse pas d'API pour les consommateurs de ces API. Alors sur le projet, on utilise un plugin Maven qui s'appelle Rev API. On utilisait un autre qui s'appelait Clear avant, mais qui n'existe plus, qui n'est plus maintenu depuis longtemps. Et celui-là est assez chouette, il fait plein de choses très sympas. Et notre stratégie, il supporte non seulement le backward compatibilité binaire, mais aussi au niveau des sources. Notre stratégie, c'est qu'on casse le build. On se dit, c'est important pour nous, on veut casser le build dès qu'il y a une incompatibilité détectée. Donc à chaque build, à chaque commit, il y a le CI qui tourne, qui exécute ça. Vous pouvez l'exécuter localement aussi. Et on le casse. Et on se dit, si jamais on a vraiment envie de casser quelque chose, on va le rajouter dans une liste d'ignore, dans le POM lui-même, pour dire à Rev API de ne pas le prendre en compte. Bon, mais ça, on le fait très très rarement. C'est quand on n'a vraiment aucune solution, qu'on a fait une analyse d'impact et qu'en fait, on a vu que ça n'allait pas causer grand-chose. En pratique, on ne le fait pas trop, mais ça arrive. Et quand ça arrive, on a directement, dans nos release notes, on peut copy-paster cette ignore list en disant voilà, à nos utilisateurs, voici ce qui a été cassé comme API. Donc au minimum, on les prévient. Donc ça, c'est le premier étage
mais on va plus loin que ça. Le deuxième étage, c'est qu'on a décidé dans le projet qu'on voulait essayer de ne jamais casser la compatibilité binaire dans le temps. Et donc, on a introduit une notion de module legacy. Alors, j'explique. La stratégie est la suivante. Quand vous avez du code que vous ne voulez plus utiliser, introduire du nouveau, vous allez les taguer avec la notation @deprecated, donc ça c'est classique. En revanche, on va aussi chercher donc, les appels à @deprecated dans notre code et les modifier pour utiliser la nouvelle API. Ça va. Mais là où c'est différent, c'est qu'à partir du moment où on n'a plus de notre code à nous qui utilise l'API deprecated, on va bouger le bout de code deprecated dans un module legacy. Et ça, c'est facile si c'est une classe entière, par exemple. C'est beaucoup plus difficile si c'est juste une méthode à bouger. Parce qu'il n'y a pas de structure en Java qui dit j'ai un fichier qui contient qu'une seule méthode. Donc on utilise AspectJ pour faire ça, c'est-à-dire qu'on écrit un aspect dans le module legacy, et quand ce module legacy se build, il fait du weaving, c'est-à-dire qu'il va appliquer ces méthodes deprecated sur le code final, ce qui nous permet d'avoir à la fois des jars qui ont que des méthodes qui sont nouvelles, on va dire, propres, et aussi avoir d'autres jars qui contiennent les codes legacy. Et donc, quand on ship la distribution de XWiki, on peut distribuer deux versions, une version avec les legacy, une version sans les legacy. Ce qui est sympa, c'est que d'un point de vue développeur, on ne peut plus utiliser à ce moment-là les anciennes API qui sont legacy et deprecated, parce qu'elles ont été bougées dans un autre module, et on s'assure qu'il n'y a jamais, on n'a pas le droit de mettre de dépendance sur ces anciens modules, et c'est vérifié dans le build avec un plugin Maven pour vérifier qu'on ne fait pas ça. Donc on ne voit que des choses propres, et ça évite de continuer à entretenir le deprecated et legacy avec des nouvelles méthodes qui les utilisent, etc. Et ça, on a fait ça depuis 12 ans maintenant, et ça marche très bien. On a des extensions de XWiki, la plupart d'ailleurs, qui ont été développées depuis 12 ans, continuent de fonctionner aujourd'hui sur la dernière version de XWiki grâce à cette façon de faire. Alors, je mens un tout petit peu, ça c'est vrai au niveau des API, c'est moins vrai au niveau, par exemple, du CSS. Vous avez des extensions graphiques ou avec des ID CSS avec des paths. Là, on est un peu moins bon sur ce domaine-là, mais ce serait quelque chose à creuser pour voir si on peut arriver à faire quelque chose aussi dans ce domaine. Alors, il reste un problème là, encore. Ça, c'est bien, mais pour tous ceux qui créent des API, vous savez que c'est extrêmement difficile de créer une API bien la première fois. Il faut itérer, il faut l'utiliser. Et donc, ce serait un peu contraignant de faire ça dès le début, parce qu'on n'arrêterait pas de faire du legacy, et ce serait très, très pénible. Donc, on a introduit le concept de Young API, et on a introduit une annotation qui s'appelle unstable, qu'on met sur du code qui est récent. Alors, ça, c'est bien, mais il faut faire attention, parce que si on a fait ça sans rien faire d'autre, eh ben, les unstable, ils vont rester ad vitam aeternam, et ils partiront jamais. Donc, on a défini une règle en disant le @unstable, il a le droit de rester que maximum un cycle de développement. Et un cycle de développement pour XWiki, c'est 1 an. Donc, on a le droit d'avoir les nouvelles API ont 1 an pour se stabiliser avant d'être considérées comme étant des API stables. Et même si elles ne sont pas encore stables, au bout de ces 1 an, elles rentrent dans le cycle avec le cycle de deprecated et de legacy. Alors, comment on s'assure ça? C'est parce qu'on oblige à ce que lorsqu'on met un unstable, on utilise aussi la notation @since. Et ça, on l'enforce par le build. C'est-à-dire que notre build va encore planter si quelqu'un met juste unstable sans mettre de @since. Et c'est pareil, la durée de 1 an, elle est aussi vérifiée comme on a le @since. On sait quand une nouvelle API a été introduite. Et donc, du coup, on peut vérifier que ce n'est pas depuis plus de 1 an. Et donc, là, au cycle d'après 1 an, si on n'enlève pas le @unstable, ça plante. Voilà. Et donc ça, on est avec ces trois niveaux, on arrive à couvrir bien le domaine de la backward compatibility. Et ça marche bien pour nous. Alors, troisième type de test, on va dire, qui est plus récent celui-là, que moi j'ai découvert assez récemment, c'est le mutation testing. Alors ça, c'est intéressant, et le concept est assez simple. Alors, avant de commencer, je voudrais savoir, combien d'entre vous connaissent le mutation testing? Levez la main si vous voulez. Ça fait, c'est pas mal quand même. Combien d'entre vous l'utilisent sur leur projet? Ah oui, c'est beaucoup moins déjà.
On va dire qu'il y avait 50% qui connaissaient le concept, et là, il y a, je sais pas, 5% qui l'utilisent, on va dire, un peu moins. Et effectivement, ce n'est pas facile. Alors, le concept est le suivant, c'est très simple, vous avez des suites de tests existantes, ça vous donne une couverture de test, vous êtes content. Mais là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir la qualité des tests, notamment. Et on va modifier le code qui est testé en faisant des modifications dessus, de type, si une méthode, par exemple, retourne une string, eh ben, on va retourner nul. On va remplacer le contenu de la méthode, on va faire return nul, ou retourne une valeur fixe de string. Si quelque part il y a un inférieur, on va mettre un supérieur, etc. Et donc Pit, c'est un moteur qui fait ça. Il a des mutations, il contient un certain nombre de mutations. Il fait ça, il réexécute vos tests, et si vos tests continuent de passer, bah, ça veut dire qu'ils n'ont pas détecté la mutation, ça veut dire qu'ils ne sont pas, on pourrait considérer qu'ils ne sont pas assez bons. Et on fait ça sur plein de mutations, et ça génère un score de mutation à la fin. Et donc ça vous donne un indice de qualité de vos tests, tout comme vous aviez avec le coverage un indice de quantité de code testé. Et donc Descartes, qui est issu du projet STAMP, lui va plus loin, il fait des mutations extrêmes. En fait, le souci du mutation testing, c'est que c'est lent. Faire toutes ces mutations, réexécuter tous les tests, c'est lent. Donc c'est très important de réussir à avoir des mutations qui sont efficaces et qui vous génèrent le maximum de résultats avec un minimum de temps. Et donc ces mutations, je vais vous en parler un peu plus. C'est notamment, si vous pouvez, je ne sais pas si vous arrivez à lire, ce n'est pas très grave. Il y a notamment les 4 types de mutations principales, on va dire. Quand vous avez une méthode void qui retourne un void, vous enlevez simplement tout ce qu'il y a dedans. Quand ça vous retourne un int, vous retournez une valeur fixe. Le string, c'est ce que j'ai dit, par exemple. Ça, c'est les mutations les plus extrêmes, on va dire. Il y en a quelques autres, mais c'est celle-là principalement. Et qu'est-ce que ça vous génère? Ça vous génère ce type de rapport. Donc là, en plus, ça mesure en plus le code coverage avec Jacoco en même temps. Donc là, vous avez, par exemple, sur ce module-là, vous avez 80% de code coverage et 71% de mutation coverage. Voilà. Et donc c'est pas exactement la même chose. Et quand on regarde ça, on peut voir, par exemple, si on fait un drill down sur un endroit où il y a eu un problème, on voit, par exemple, qu'on a une méthode equals, et qu'on voit lorsque la méthode equals a été modifiée, le contenu a été modifié pour retourner false, et les tests, ils l'ont tué. Donc ça, c'est bon. En revanche, on voit que lorsque la méthode a été enlevée pour retourner true, ça a survécu, et donc ça veut dire que les tests n'ont pas remarqué, n'ont pas testé ce cas-là, en fait. Donc ça nous a amené quoi? Ce test, je l'ai retrouvé, c'est le test que vous voyez sur la gauche, test equality. Et en fait, on s'est aperçu que finalement, on testait que les égalités, qu'un cas et pas l'autre cas. Donc on peut modifier, donc du coup, et c'est ce qu'on a fait, modifier le test pour gérer l'autre cas qui nous manquait. Bon, ça c'est un exemple extrêmement simple, mais c'est déjà pas mal. Alors c'est quoi les problèmes? C'est ce que je vous ai dit, c'est que ça prend du temps. Et donc quand vous avez votre rapport, quand vous faites le drill down pour aller voir les endroits rouges en mutation score qui sont bas, vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de cas, en fait, ce n'est pas très intéressant. Vous vous dites, OK, certes, mon test ne fait pas ça, mais je le savais, ou je pourrais le faire, mais ça n'a pas tellement de valeur, je préférais passer mon temps à rajouter des nouveaux tests ailleurs, par exemple. Mais il y a des types de méthodes qu'on peut catégoriser qui sont très intéressantes, c'est ce qu'on appelle les strong pseudo-tested methods. Et celle-là, c'est celle qui plante le plus, enfin qui ne remarque pas, qui ne tue pas les mutants, qui ne tue aucun des mutants, par exemple. Et donc ça, ce sur quoi on travaille maintenant, c'est de faire un rapport qui est beaucoup plus orienté et qui va montrer celle-là, va mettre en exergue en fait, ces types de méthodes-là, parce que c'est là où il y a le plus de valeur ajoutée. Donc ça, on est dessus encore. Pour l'instant, ce n'est pas ce que vous avez pu voir dans le rapport. L'autre problème, c'est le support du multi et du réacteur et du multi-project dans Maven, notamment. Le projet Pit ne le supporte pas, donc on a développé un PitMP pour multi-project pour le supporter. Le problème, c'est que ça, c'est très lent, parce qu'en fait, à chaque fois, vous avez plusieurs modules. Quand vous avez un module, quand vous faites les mutations, comme le test de ce module peut appeler du code d'autres modules, les mutations se font ailleurs, et il faut réexécuter plein de choses. Et donc, sur l'ensemble total de tous les modules, c'est très long.
On a sur XWiki Rendering, c'est un module enfin, c'est un repository d'une centaine de modules, on va dire, un petit peu moins. Ça a pris 7 heures, donc vous voyez, c'est pas jouable. Donc, quelle stratégie peut-on mettre en œuvre pour faire quelque chose de jouable? Donc, j'en ai trouvé une notamment qu'on a mise en œuvre récemment sur le projet XWiki, qui est de dire, essayer de faire la même chose que ce qu'on fait sur le coverage testing que je vous ai montré avant. Ça veut dire on met un paramètre, un seuil dans le build, et de faire planter le build si le nouveau code ajouté et ces nouveaux tests ajoutés en fait, descendent la qualité globale moyenne des tests de ce module. Le coverage, c'était sur le nombre de lignes testées. Là, c'est sur la qualité des tests. C'est-à-dire qu'on voudrait que... Et là, c'est vraiment de la qualité. Tout à l'heure, j'ai dit abusivement qu'on ne voulait pas que la qualité descende avec le test coverage. Mais en fait, ce n'est pas vraiment la qualité qu'on teste. Enfin, c'est de la qualité indirectement, mais c'est plus sur de la quantité. Là, c'est vraiment de la qualité, puisque on fait bouger le code et on vérifie que ça fait bien quelque chose, que le test fait bien quelque chose. Je n'ai pas assez de recul pour vous donner du feedback, pour vous dire comment ça améliore dans la durée encore, puisque c'est tout récent. En revanche, pour l'instant, ça n'a pas l'air de générer trop de faux positifs. Parce que le problème, ce serait ça, c'est si ça génère trop de faux positifs, ça ne marchera pas. Donc on va voir. Et donc idéalement, ça pourrait remplacer, si ça marchait bien, ça pourrait remplacer le coverage, parce que ça donne de la valeur, ça a plus de valeur ajoutée que du coverage. En revanche, je doute personnellement que ça le remplace, parce que c'est encore lent quand même globalement. Et donc ce que j'ai fait d'ailleurs sur le projet, je ne fais pas tourner dans le build le même build que dès qu'il y a un commit, je le fais tourner qu'une fois par jour, notamment à cause de cette lenteur. Mais ça a quand même de la valeur. Alors on peut aller plus loin. Ça, c'est sympa. C'est un premier outil qui nous dit quelle est la qualité de tes tests. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ça, ce qu'on vient de voir, principalement quand vous avez déjà beaucoup de tests, vous avez atteint un bon niveau de coverage et vous dites, vous voulez aller à l'étape plus loin, qui est, voilà, est-ce que mes tests sont vraiment bons? Si vous n'avez pas beaucoup de coverage déjà, ça ne sert à rien de faire du mutation testing, comme je vais montrer. Mieux vaut s'attacher à augmenter vos quantités de tests. En revanche, là, c'est autre chose, parce que là, avec le deuxième outil, c'est Dspot, lui, il va être capable de générer automatiquement des nouveaux tests. Donc là, ça passe à l'étape d'au-dessus. Alors je vais vous montrer, et quand je dis des nouveaux tests, c'est notamment des nouvelles assertions sur des tests existants. Ça va amplifier les tests existants avec des assertions que vous avez oublié d'ajouter vous-même, ou vous auriez pu ajouter vous-même. Alors, comment ça fonctionne? Alors, on n'a pas énormément de temps, mais je vais essayer de vous expliquer rapidement sur ce schéma. Donc, vous avez vos tests. Donc, ça prend un manuel test case en input. Et en fait, ça va commencer par enlever un appel de méthode dans ce test. Donc, ça vient au hasard, on va dire, un appel de méthode. Donc, vous aviez des asserts dans votre test déjà. Et la deuxième étape, c'est qu'il va virer les asserts. Vous aviez un assert true quelque chose, par exemple. Il va virer assert true, il va laisser l'appel à ce quelque chose, et en virant juste les asserts. Et Dspot va injecter un logger dans le code du test qui va capturer l'état de l'objet sur lequel le assert était fait. Et donc, comment il va capturer ça? C'est qu'il va regarder les getters, les méthodes is, etc. Il y a quelques conventions. Et il va capturer l'état de ça. Donc, le test va s'exécuter et ça va lui donner un état. Et il va rajouter les asserts sur ce nouvel état. Donc, à partir d'un test existant, on récupère un nouveau test un peu au hasard, muté. Donc, tout le challenge après, on passe à l'étape 3, ça va être de savoir quels tests sont intéressants, lesquels on garde, lesquels on jette. Et donc, pour savoir ça, on va appliquer exactement ce qu'on a vu juste avant. On va appliquer Descartes et puis test, puisqu'on va faire de la mutation sur le code, et on va voir quels sont les tests, les nouveaux, parmi le manuel plus tous les nouveaux, qui vont tuer le plus de mutants. Et donc, les tests qui tueront le plus de mutants, on va les garder, et on va donc rajouter, on aura leurs asserts dedans qui ont été générés, et on va garder ça. Et ça va nous amplifier donc nos tests. Et on peut réitérer plein de fois, etc. Bon, je passe un certain nombre de détails. Ça donne quoi concrètement? Si vous voyez en bas, vous avez un test original qui existe, qui fait, peu importe, l'escaping. Nous, on a testé un certain nombre de choses. Ça, c'est ce qu'on avait écrit manuellement. Et en haut, vous avez un exemple d'un test généré par Dspot,
Ce qui est intéressant, alors c'est pas très lisible là, on pourra améliorer la lisibilité, mais ce qui est intéressant, c'est la ligne que j'ai mise sur ligne en rouge, c'est qu'il a rajouté une assertion que nous on n'avait pas par exemple. Parce que, alors en l'occurrence, on pensait que c'était pas ce qu'on voulait tester particulièrement ici, mais c'est quand même intéressant. Et justement, ça c'est donc Despot fait des choses, mais il faudra trouver c'est quoi le cas d'utilisation optimum. Alors, c'est lent à exécuter, donc c'est pareil, hein, toujours dans le mutation testing, parce que ça fait comme des cartes, mais en plus, ça fait de la génération et ça fait de l'itération, etc. Donc c'est lent. Donc la stratégie qu'on va mettre en œuvre, alors ça on ne l'a pas encore fait, que j'aimerais mettre en œuvre, c'est de dire c'est que sur le CI, qu'on l'exécute de temps en temps, il génère des nouveaux tests, comme le test que je viens de vous montrer, et en fait que notre pipeline, le commit ce nouveau test dans un autre répertoire de tests. Donc on a les tests manuels qui seront dans source test Java par exemple, et là ça écrirait un autre source test Despot par exemple à côté. Parce que ces tests-là, ils s'exécutent, ils sont bons, ils s'exécutent, ils ont été validés. Alors attention, ce qui valide, c'est qu'ils valident le code que vous avez. Si vous avez un bug dans le code, ils vont valider ce bug. Hein. C'est-à-dire que ça valide le comportement actuel du code. Donc, c'est des choses qu'il faut de temps en temps éventuellement regarder. Mais bon, si vous avez, après, ça dépend comment vous gérez votre projet, mais pour avoir une remontée de bugs, dans ce cas-là, le code sera corrigé et vous régénérez ces tests-là. Les tests-là seront plus régénérés de toute façon. Donc, l'idée, c'est de quoi? C'est d'augmenter automatiquement la couverture de tests et donc la qualité de vos codes. Donc il y a d'autres idées, par exemple, on pourrait l'imaginer comme c'est lent, on pourrait imaginer ne pas le faire tourner sur l'ensemble, mais le faire tourner uniquement dès qu'il y a un commit, sur la portion congrue du commit, en fait. Que les tests et le code qui est touché par ce commit. Bon, ça, c'est pas encore fait. Alors, dernier domaine auquel on s'est intéressé, c'est le testing d'environnement. Et pour nous, environnement, ça veut dire plusieurs bases de données, plusieurs types de servlettes containers, parce qu'on utilise différents servlettes containers pour XWiki, Tomcat, Jetty, Wildfly, etc. Plusieurs OS, plusieurs navigateurs et leurs versions. Donc ça fait beaucoup de combinaisons. Aujourd'hui, tous nos tests automatisés, les 10 000 et quelques que je vous ai montrés, c'est uniquement sur un environnement. Et le reste, on le fait de temps en temps, manuellement, de manière ad hoc. C'est pas fabuleux. Et notamment les navigateurs, c'est surtout ça qui cause le plus de soucis. C'est là où il y a plus de bugs. Donc l'idée, c'est de pouvoir exécuter nos tests fonctionnels sur plusieurs environnements. Et au début, quand j'ai commencé à mettre ça en œuvre, je me suis dit, je vais faire ça sur le CI, il y a, notamment sur notre Jenkins, il y a différents plugins Docker, et donc ce sera intéressant de le faire tourner là-dessus. Mais assez rapidement, je me suis aperçu que ce n'était pas la bonne approche, enfin pour nous en tout cas, parce qu'on a envie de pouvoir exécuter ça sur plusieurs environnements localement, sur le poste de dev, donc pas sur le CI. Donc il faudrait que ce soit inclus dans le build pour pouvoir s'exécuter. Et donc on a regardé et on a trouvé un plugin qui marche bien pour nous, qui est le plugin, le Docker Maven plugin de Fabricate. Et celui-là, il permet d'instrumenter votre build Maven et de dire, et non seulement il vous permet de générer des images Docker, mais il permet aussi d'instancier des containers Docker à partir de ces images. Alors, ce schéma un peu barbare, je vais l'expliquer. Donc, vous avez à gauche, vous avez votre projet, votre module Maven, dans lequel vous allez faire votre MVN clean install. Et c'est un module de test fonctionnel, par exemple, que vous voulez exercer sur plusieurs environnements. Donc, ce qu'on fait dans la configuration de Fabricate, c'est qu'on va instancier 3 containers. Un premier qui est celui de la base de données. Donc là, dans l'exemple, c'est MySQL, mais ça, on peut le paramétriser et en mettre d'autres. Un deuxième qui est le Tomcat, dans lequel on déploie XWiki, par exemple. Et le troisième, celui-là,
c'est une image custom. Alors le deuxième aussi est une image custom, et le troisième est aussi une image custom, sur lequel on a un Maven, et puis on a nos navigateurs qu'on veut tester, les différents navigateurs. Alors là, je vous montre l'exécution, mais en fait, on a d'autres modules Maven qui vous permettent de générer ces images, notamment l'image de XWiki dans Tomcat et la dernière image de Maven et plus les navigateurs. Et donc, pourquoi on fait ça, le dernier? C'est parce que quand on fait mven clean install, ça va lancer le troisième container. Et en fait, dans ce container-là, on va démarrer un Maven lui-même, un autre Maven verify, qui va exécuter les tests dans ce container-là, nos tests Selenium, parce qu'on a des tests Selenium WebDriver, et donc qui auront à leur disposition les différents navigateurs, donc Firefox et d'autres, qui sont installés dans ce container. Donc pour gagner du temps, bien sûr, on fait du mapping, on mappe les sources externes, etc. Et donc ça nous permet de tester non seulement les variations côté serveur, mais aussi côté client avec les différents navigateurs. Donc ça, c'est en cours, c'est pas tout à fait fini. D'ailleurs, je serais curieux, combien d'entre vous utilisent ce genre de test, de test d'environnement comme ça automatisé? Ah, et pas énormément encore. Hein. Autant qu'il y en a qui font du mutation testing. C'est-à-dire très peu. Okay. Qui pense que c'est intéressant pour leur projet? D'accord, beaucoup plus. Donc effectivement, donc là, on n'est pas trop en retard aussi côté XWiki. Donc ça, c'est codé. Il y a quelques petits soucis qui restent. C'est sur la mémoire. Il faut bien configurer. Le challenge, c'est de bien configurer les paramètres mémoire comme vous lancez plusieurs Docker et plusieurs Maven dans des Docker. Si vous ne précisez pas les paramètres mémoire, ça a tendance à prendre trop d'espace mémoire et vous n'avez plus de mémoire du tout. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté. Voilà, donc ce sont 4 expériences, donc 2 qui sont depuis un certain temps, et puis 2 autres qui, en fait, sont tout récentes. Ce que je voudrais vous pousser à faire, c'est vraiment expérimenter, essayer des nouvelles choses. Alors, les tests de mutation, c'est intéressant, ça commence à produire des résultats. C'est vieux, les tests de mutation. J'avais découvert ça en 2000 déjà, sauf que c'était inutilisable à l'époque, enfin, dans les outils qui existaient. Là, on commence à avoir des outils, ça commence à être intéressant. Donc, il y a des choses à tester. Donc, voilà, il faut sortir des sentiers battus, expérimenter. Alors, il y a plein d'autres types de tests que je n'ai pas couverts là. Moi, personnellement, sur le projet, il y en a un qu'on ne fait pas, qui sont les tests de performance automatisés. On en fait manuellement, de temps en temps, mais on n'a pas réussi encore, on n'a pas investi encore sur l'automatisation de cela, avec automatisation des résultats et actions pour remonter les problèmes. Ce sera intéressant. Le usability testing aussi, c'est fait de manière ad hoc pour le moment encore. Et donc l'idée, et continuer dans les années à venir, c'est de continuer à progresser sur les différents types de tests et sur l'automatisation de ces tests pour en retirer la valeur maximum. Voilà, j'ai fini en avance, un petit peu, donc ça va me permettre d'avoir du temps, 10 minutes pour les questions, si vous en avez. Je vous remercie. Moi, j'ai une question concernant le mutation testing. Dans mon expérience, il y a beaucoup de tests unitaires mal développés. C'est un frein au refactoring parce qu'on a beaucoup de tests qui explosent dès qu'on touche à quelque chose. Est-ce que ça peut détecter qu'un mutant ne va générer que, par exemple, une seule régression dans les tests et détecter s'il y a des redondances, en fait, donc, par exemple, 10 tests qui testent la même chose, donc une mutation qui entraîne 10 régressions? Alors, je ne pense pas que ça va détecter s'il y a plein de choses qui testent la même chose, s'il y a plein de tests qui testent la même chose, hein, puisque si c'est 10 tests qui testent la même chose, ils ne le testent pas bien, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils testent une partie mais pas une autre partie. Le score de mutation sera encore plus impacté. Le score de mutation global sur ce projet-là va descendre encore plus, puisqu'il y en aura plus qui ne tueront pas les mutants. Donc ça pourrait, dans ce sens-là, être un indicateur.
Mais globalement, ça ne va pas détecter ça. Ça va détecter. Ouais. J'entends pas. Alors, j'entends. Non, non, non. Autre question? Et ouais, j'ai la question sur la seconde partie, là, après la test de mutation, la génération sur de Dispot. tests, en fait. Ouais. Bon, intellectuellement, c'est intéressant, Ouais. mais jusqu'où tu te dis, non, ça va vraiment résoudre des problèmes concrets qu'on aurait eus si on n'avait pas mis la lumière dessus? Alors moi je suis super sceptique en fait globalement. Hein. Je suis celui qui est sceptique dans le projet, dans le projet de recherche, et celui qui embête tout le monde en disant mais ça va pas être intéressant, etc. Donc je me suis beaucoup posé ces questions et est-ce qu'on peut arriver à les mettre en œuvre, avoir de la valeur ajoutée réelle? Enfin, c'est pas juste de la recherche. Et celui-là il est intéressant parce que je trouve qu'il est intéressant le Dispot parce qu'il te coûte du temps d'exécution, mais il génère automatiquement du test. T'as pas besoin de les regarder en fait. Le problème de Descartes, c'est qu'il te donne un rapport sur la qualité de tes tests, mais il faut que tu les regardes un par un. Et quand tu les regardes, finalement, il y en a beaucoup, tu te dis « Ouais, ok, je pourrais faire mieux, mais ça ne m'intéresse pas ». Donc là, c'est du travail. Sur le Dispot, en fait, ça te coûte pas un fifrelin, quoi. Ça te coûte rien. Donc c'est intéressant. C'est quand même, tu le commites. C'est pour ça que j'ai dit la stratégie qui m'intéresse, c'est juste de le committer. Ça m'amplifie et ça m'a coûté juste un peu de temps d'exécution, mais c'est tout. Bonjour. Bonjour. J'avais une question concernant les tests d'environnement. Tu disais qu'il y avait beaucoup de variations de bases de données, de variations de containers, variations de clients. C'est quoi ta stratégie pour pas tout faire varier en même temps et pas démultiplier tes tests? Alors là-dessus, j'ai pas tout dit. Dans le projet Stamp, là, ce que j'ai fait, c'était dans le cadre du projet Stamp, mais développé par nous. Il y a des équipes qui développent vraiment un outil où eux, ils font du mutation de configuration testing. Donc eux, ils prennent par exemple un Dockerfile et ils ont un outil qui va automatiquement te muter plein de paramètres, par exemple from, si tu es from Java, from une version de Java particulière, ça va mettre une autre version à la place. Ou bien une version de MySQL, ça mettra une autre, ou bien différentes choses qui mutent le truc et qui réexécutent l'ensemble et qui dit voilà, ton soft il fonctionne ou il ne fonctionne pas sur telle config. Et il faut que tu fournisses un oracle, enfin un moyen pour dire voilà, ça passe ou ça passe pas. Ça dépend de toi. Tu dis mes tests ils passent plus par exemple, ça veut dire que ça marche pas sur cet environnement. Donc ça en fait plein. C'est assez intéressant, mais c'est pas ce qui m'intéressait le plus puisque nous sur le projet XWiki, on n'a pas envie de supporter, enfin on n'a pas les moyens de supporter toutes les configurations de la Terre. Donc en fait, on a défini simplement une dizaine de configurations qui sont un ensemble de choses qui nous paraissent les plus utilisées globalement dans l'industrie. Et c'est celle-là qu'on supporte. Donc ce qu'on veut tester ici, nous, on ne fera pas muter, on ne fera pas de la mutation de configuration, on testera un par un les 10 cas qu'on a envie de tester. Si ça prend trop longtemps, en revanche, on n'a pas assez de ressources d'agents, par exemple, sur le CI, on fera des rotations ou du randomize un peu de temps en temps, je ne sais pas. J'aime pas trop le randomize, mais on fera plutôt on changera de temps en temps les types. Mais sinon, l'idée, c'est d'avoir les 10 en parallèle qui tournent, je ne sais pas, une fois par semaine ou j'en sais rien. Voilà, on n'est pas encore à ce niveau-là exactement, mais pas loin. Ouais. Alors, j'avais une question sur Rêve API. Est-ce que ça va jusqu'à tester aussi des changements sur des annotations, par exemple? Je pense à bin validation, un rajout d'un at-not nul ou une suppression d'un at-not nul. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à cette finesse-là? Oui, ça va, c'est très 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 fin, okay. Effectivement. Et j'imagine que ça reste focalisé sur le monde Java. Oui, c'est Java. On ne va pas jusqu'à une détection de backward incompatibility sur une API REST, par exemple? Non, ça va sur le monde Java. Et en revanche, on ne l'utilise pas nous, mais si tu fais du semantic versioning, par exemple, avec tes versions, ça permet aussi de vérifier ça, par exemple, de vérifier que c'est en adéquation avec ton versioning. Si tu as fait, par exemple, si tu as du bug fixing, enfin une version en bug fixing, ça peut vérifier qu'il y a des... Alors, je ne sais pas, je n'utilise pas trop, mais ça peut vérifier qu'il y a certains cas qui sont... Les rôles en fait, qui sont validés ne sont pas forcément les mêmes selon ton versioning. Oui, j'ai
Dans la démonstration des spots, ça ressemblait beaucoup au Property Based Testing avec des générations d'entrées. Je ne sais pas si vous avez regardé déjà. Lequel? Je n'ai pas entendu. Le Property Based Testing, donc. Non, je ne connais pas. Je D'accord. connais pas. Et ça Donc, fait quoi? C'est pareil? C'est en fait. Ça arrive à générer du code des tests? Oui, ça génère. En fait, des outils qui permettent de générer des entrées de tests pour vérifier des propriétés. Ça ressemblait un peu à ce qu'étaient capables de faire des spots. D'accord. Moi, on n'a pas vu d'outils qui faisaient comme ça exactement, mais c'est possible que ça existe. Ce que je connaissais dans le passé, c'était des outils qui faisaient varier des paramètres d'appel à des méthodes. Mais c'était plus pour vérifier des trucs de type nul, etc. Quand on passait à nul, qu'est-ce que faisait le code, des choses comme ça. Mais j'avais pas vu ça. Mais ok, merci. Je regarderai Property Based Testing. Bonjour. Oui, bonjour. Combien de temps ça prend de gérer l'analyse des résultats de tests et de les corriger pour l'équipe? Alors, de quel outil? Pour les mutations. Le Descartes avec Pete et Descartes, par exemple? Oui, c'est ça. Ah, ça, alors, déjà, je pense qu'il ne faut pas le faire. Enfin, je pense qu'il ne faut pas systématiquement le faire. Alors, moi, j'ai une approche sur le développement qui est de dire on a plein d'outils, on a plein de métriques différentes. Il faut se focaliser sur quelques-unes qui nous paraissent les plus importantes sur le projet. Et si elles sont importantes, il faut arriver à trouver la règle sur cette métrique pour l'automatiser, notamment dans le build. C'est ce que j'appelle la qualité active par comparaison à la qualité passive. Si tu as un Sonar Cube, il va te générer 150 métriques sur le dashboard, mais ça ne va pas t'aider, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut faire quelque chose avec. Donc tu prends ta métrique et tu l'utilises. C'est pour ça que sur Dispot, pour moi, l'intérêt, c'était de dire, il y a deux façons de l'approcher. Une première serait de dire ce que tu dis, ça veut dire je vais aller voir le rapport, je vais aller examiner chacun de mes tests et de voir lesquels je peux améliorer parce qu'ils ne sont pas assez bons. Et l'autre approche, qui est celle qu'on a choisie, c'est de dire ce qui nous intéresse finalement, c'est d'aller dans une direction positive, de s'améliorer. Et donc, on fait planter notre build si la nouvelle qualité des nouveaux tests est plus faible que celle d'actuelle. Et là, comme ça va planter, il y aura juste il y aura juste sur les nouveaux tests qui aura le rapport. Et donc, ce sera très facile d'aller voir. Et comme en plus, c'est au moment où on a codé le truc, ça va être très facile de comprendre comment on peut améliorer nos tests. Et comme ça ne passera pas le build, il faudra le corriger tout de suite. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant que a posteriori d'aller voir un gros rapport avec des tonnes et des tonnes de choses et d'aller essayer de trouver lesquelles corriger, à mon sens. Oui? Alors, il n'y a pas de micro, là-bas. Allez, Xavier. De ce que j'ai compris, le build peut planter si la couverture de test diminue. Et du coup, est-ce que c'est acceptable de committer quelque chose qui a été refusé au niveau du build, justement à cause de ça? Et sinon, est-ce que ça a un impact sur la qualité et la quantité des commits qui sont effectués? Parce que du coup, la démarche de committer est ralentie par le process du build. Ouais. Alors sur la première question, le développeur est censé exécuter le build localement, normalement, mais c'est aussi exécuté par le CI. Donc même s'il ne l'a pas fait localement et qu'il a pushé quand même, il y a le CI qui va le capturer et qui va envoyer un mail comme quoi le build fail à toute l'équipe. Et donc, on ne pourra pas réaliser et ça va faire il y aura un warning de vue disponible. Et donc, le développeur, c'est la première chose qu'il fait, c'est dans notre équipe en tout cas, c'est que s'il ne le voit pas, quelqu'un d'autre va lui dire « Tiens, il y a ton truc qui plante ». Et il corrige. En général, ça prend 5 minutes plus tard, il a corrigé son truc et il a recommité, quoi. C'est extrêmement rapide. Je ne sais pas mesurer combien de temps ça prend et si ça empêche les gens de faire des commits ou pas. Je ne le pense pas, mais parce que je pense que ce qui est le plus difficile dans les tests, c'est vraiment de démarrer, en fait. Dès que tu as déjà des tests existants dans un module, tu as déjà un exemple, et refaire d'autres tests, c'est marginalement difficile, parce que tu as déjà les exemples et tu peux facilement en rajouter des nouveaux. Ce qui est difficile, c'est un module où il y aurait 0, et le premier, là, ça aurait un coût. Mais le coût, on sait c'est quoi le coût, hein. On sait très bien qu'écrire des tests, ça a un coût. Le truc, c'est que si on le fait, c'est parce qu'on pense que ça nous fait gagner du temps plus tard sur les bugs qui vont arriver et la correction de ces bugs dans le futur.
Donc voilà, pour moi, j'ai jamais vu pour moi, ça me paraît intéressant. Il n'y a jamais eu de personne dans l'équipe qui a râlé, par exemple, en disant ah c'est pénible, etc. Maintenant, il faut que ce soit quelque chose qui soit fait en accord avec tout le monde. Donc là, sur le projet, on a fait un vote, on a décidé, on a discuté, et on était tous d'accord. Sinon, on l'aurait pas fait. Donc forcément, c'est plus facile pour l'adhésion si tout le monde est d'accord. Ils vont pas après derrière. Mais ceux qui arrivent dans le projet après, eux qui n'ont pas participé au vote initial, effectivement, sont soumis à ces règles-là. Mais c'est bien adapté. Enfin, j'ai l'impression que c'est bien adapté. Fini. 5 secondes. Merci à tous.